Après rasage. Je regarde mon père dans une abrupte contre-plongée. Nous sommes au sous-sol de la maison, dans la salle d'eau. Il se tient au-dessus du lavabo, devant une petite armoire de toilette accrochée au mur et dont les 3 portes sont des miroirs. Le triptyque permet, en les orientant, de contempler 3 visages au lieu d'un, parfois plus encore. Le rasoir électrique glisse sur la peau qu'il distend entre ses doigts pour l'aplanir. Il passe plusieurs fois aux mêmes endroits, laissant pour finir un derme lisse et marbré de rougeur. Il rajeunit peu à peu, sous mon regard qui ne le quitte pas. Perd la barbe de la nuit, blanche ou grise, cendre qui s'est déposée sur son visage pendant le sommeil pour le vieillir et me le ravir. La musique du rasoir est une psalmodie, une prière faite de 2 ou 3 notes seulement et d'une basse continue comme le chant monotone de certains muezzins. Dans la salle d'eau, il fait toujours humide. Senteur de hammam refroidi, de vestiaire de piscine. La pièce n'a pas de fenêtre. Pour aérer, il faut ouvrir 2 portes en enfilade, celle de la buanderie et celle de la cuisine d'été. Mon père débranche le rasoir, entortille son cordon, le range dans l'armoire de toilette, partie gauche, et prend un flacon large et plat rempli d'une eau verte, Ménène, pour nous les hommes. Je suis loin d'être un homme. Dans le creux dispendieux de sa main gauche, il fait jaillir des gerbes de liquide en agitant le flacon, comme dans la publicité. Très vite, il tapote de sa paume ainsi trempée ses joues, son menton, son cou, à plusieurs reprises. Nous sommes soudain agressés par d'arrogantes senteurs de menthol et d'agrumes, rendues encore plus féroces par la présence d'alcool qui tourbillonne dans l'air et pique nos narines. Mais cela s'estompe. N'en demeure qu'une odeur qui fait penser à la mélisse et au citron, à la menthe du jardin que j'aime parfois mâcher, feuilles émeraude et tisane claire, écorce jaune, poivre aussi. Mon père, qui m'appelle Nonom ou Julot, se penche vers moi, m'offre ses joues en feu que j'embrasse. Rituel. Elles sont devenues étrangement souples et tendres, d'une douceur qui n'a rien de masculin. Par le miracle du rasage et de l'eau verte, d'homme mûr, mon père est redevenu nourrisson. Douche collective. Je n'ai à propos du football que des souvenirs boueux et froids, crottés, désagréables. De longs mercredis d'entraînement sous des ciels de charbon, des pluies tenaces, dans la rumeur et le panache fuligineux des trains qui passent non loin du stade, Micheline rouges et crèmes, répandant une fumée de gasoil, les aboiements de notre entraîneur, petit homme rablé comme un fox terrier, et qui nous rêve en Gerd Müller, Paul Breitner, Johann Cruyff, Dominique Battenet. Les matchs ont lieu le samedi, mais je n'y participe jamais. Je reste sur le banc de touche, titulaire en quelque sorte de mon poste de remplaçant. Prêt à bondir comme un fauve sur le terrain, croyant au mensonge de l'entraîneur qui me dit « Claudel, je te garde en réserve, tu es mon dernier atout ». Mes camarades courent, hurlent, espèrent, tapent dans le ballon, marquent des buts, s'embrassent. Moi, je suis en dehors, oublié, ignoré. Le dernier atout ne sert jamais. On me prive de la fête. Je replie dans mon sac ma tenue immaculée. Ma mère n'a pas à la laver, c'est elle la plus heureuse. Je me console, en collectionnant les vignettes Panini à l'effigie de nos idoles. Elles sont autocollantes et sentent le plastique. Pendant 2 saisons, je ne manque aucun entraînement. Je me donne à corps perdu, j'exécute toutes les consignes. Je veux briller, me faire remarquer de l'entraîneur afin d'être en position de titulaire dans la feuille de match, affichée le vendredi soir sur la vitrine du Café Le Globe pour le samedi suivant. Parfois, l'entraîneur me gratifie d'une phrase. « Claudel, tu m'as encore épaté », que je prends pour un encouragement, alors qu'en vérité, il raille ma nullité qui m'a fait mettre une fois de plus un but contre mon camp. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Le terrain devient une tourbière et nous y poussons le ballon comme des forçats des brouettes remplies de cailloux. À la fin de la séance, nous ressemblons à des dieux barbares couverts d'eau et de terre. Les vestiaires ne sont pas chauffés. Les crampons résonnent sur le sol. Nous enlevons nos tenues lourdes, devenues uniformément brunes. Nos haleines soufflent de petits brouillards. Il y a une odeur de graisse animale, de camphre, de menthol, d'arnica et de genépi. Tous, nous utilisons le baume du castor pour chauffer les muscles de nos cuisses avant l'effort. On ne s'entend pas. Cris, rires, bousculades, insultes joyeuses, fausses bagarres, rots, paix, colibés, tous à poil. Direction les douches. Les 2 mains cachant un sexe à peine formé. Limaçons ridiculement minces et timides, glabres, honteux. Tandis que d'autres, comme le fils Voiry, qui en est tout fier, exhibent déjà des bites de compétition,
longues comme des bananes, poilues, insolentes, goguenardes, les prennent dans leurs mains, les montrent à tout le monde, les font tournoyer. L'eau brûlante sort de jets rouillés, les murs sont en béton, le sol en ciment. Nous disparaissons dans une brume de hammam. Nous avons tous le même savon palmolive. La mousse ruisselle entre nos pieds. Soudain, il fait chaud, mais malgré les parfums de propre, demeure toujours le fond ancien qui est la marque véritable du lieu, une odeur mate de froid humide et de carrelage, de vieux bâtiments souffreteux, de joints attaqués par la lèpre des moisissures et de buées sucrées. Je cache du mieux que je peux ma petite nouille. Je rêve au samedi suivant en me savonnant. L'entraîneur me fait entrer sur le terrain. Il ne reste que 10 minutes. Nous sommes menés 6-0. Je cours en tous sens, distribue le ballon, j'exécute des passes décisives, des coups de tête impossibles, des reprises de volée à la Jean-Michel Larquet. On remonte le score grâce à moi. On n'en finit pas de marquer. Tout le stade hurle mon nom. Claudel, Claudel. On me porte en triomphe après le coup de sifflet final. Le dernier atout a enfin frappé. Bientôt, j'aurai moi aussi ma photo sur une vignette Panini. Alors, juste une petite parenthèse. Le livre est paru il y a 2 ans et dans les semaines qui ont suivi la parution, j'ai reçu une lettre d'un lecteur qui avait fabriqué pour moi une vignette Panini avec ma photo. Et évidemment, je l'ai gardée. Sauf que bon, le joueur a à peu près 50 ans, donc ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, c'était un joli cadeau. Maison d'enfance. Je suis assis à la table de la cuisine et nous sommes le 17 novembre 2011. Au dehors, il fait quelques degrés au-dessus de zéro, il bourrine. C'est un jour gris comme je les aime. Dans 2 heures, il fera nuit. La maison est inoccupée depuis plus de 2 ans, depuis la mort de mon père. Elle a été partiellement vidée de ses meubles et nettoyée. Traînent encore beaucoup de choses, meubles, cartons ouverts, vaisselle en tas, sacs en plastique qu'on a commencé à remplir d'objets divers, médicaments, paperasses. Le lit de mon père a disparu. Il l'a cassé en s'écroulant un matin après être allé boire son café. Des balais sont en plan. Un aspirateur qui paraît s'ennuyer occupe à lui seul tout le salon. La maison ressemble à un mort dont on aurait à demi fait la toilette, et puis qu'on aurait abandonné ainsi, sans raison majeure, ni par dégoût, ni par oubli, mais tout simplement parce qu'on avait autre chose à faire. J'ai hésité longtemps avant de venir écrire ce texte ici, à cette même table où, enfant, je fais mes devoirs, dans cette cuisine qui n'a pas beaucoup changé, où nous prenons nos repas, jouons au Monopoly, aux nains jaunes, aux petits chevaux, au baccalauréat, avec mes sœurs Brigitte et Nathalie et mes parents. Il fait très froid dans cette maison, aujourd'hui. Elle n'est pas chauffée. Personne n'y habite plus. C'est la maison d'un mort et mon père, dans sa tombe de l'autre côté de la route, à moins de 200 mètres, ne doit guère avoir plus froid que moi. Si je lève les yeux par la fenêtre, je retrouve le paysage de mon enfance. Les jardins sont toujours là, mais désormais laissés à eux-mêmes. Celles et ceux qui les cultivaient avec obstination ont disparu depuis longtemps. Je dis leurs noms pour qu'ils ne soient pas tout à fait oubliés. Le grand tocard, Madame Caour, Madame et Monsieur Monin, Madame et Monsieur Herbette, Monsieur Méline, Monsieur Lebon, nos voisins, les Moretti, les Claude, les Riplin, les Finot. Voilà. Il y a toujours la mare, les prés, le cours du Sanon, le grand canal et au-delà, le Rambétan, cette colline qui disparaît dans la brume et le ciel. Quelqu'un a parqué une caravane derrière le petit chemin, taches blanches et jaunes, incongrues. Je me demande quel voyageur elle peut bien attendre. Mais peut-être a-t-on décidé de la laisser là, comme certains tentent de perdre leurs chiens quand ils en sont lassés. Je fais le tour des pièces. J'entre par le garage, après avoir actionné les 3 verrous dont mon père, dans ses derniers jours inquiets, a doté la porte. Je retrouve l'odeur d'essence, d'égout et d'atelier de bricolage, burettes d'huile, lanières de cuir, sangles. Sur l'établi, écrite à même une latte de bois, la phrase d'Einstein, « L'ordre est la vertu des médiocres », dont il avait fait une commode devise. Je reviens chez moi, en terre connue, mais ensuite plus rien. Je monte à l'étage, cuisine, chambre, salon, séjour. J'ouvre les volets, je vais au grenier, passe dans la chambre de ma sœur aînée, et j'arrive dans la mansarde que mon père aménage quand j'ai 13 ans, ma chambre, mon domaine, qui devient quand je quitte le lieu celui de ma petite sœur. Lambris de sapin au mur et au plafond, bureau fait dans la même essence, moquette verte au sol. J'aime cet endroit. Il évoque les refuges en montagne qui me font rêver et que je fréquenterai plus tard. J'y ai ma première érection, je m'y fais ma première branlette en songeant au sein de ma professeure d'allemand de 4e. J'y fume ma première cigarette. J'y regarde des années durant sur un vieux poste en noir et blanc le ciné-club de Claude Jean-Philippe. Et c'est donc là, sous le toit, que je rencontre Jean Grémillon, Julien Duvivier, Ernst Lubitsch, Frank Capra, Federico Fellini et quelques autres.
Le même froid penaud trempe toutes les pièces. Et j'ai beau respirer longuement, me moucher à plusieurs reprises pour dégager mes narines, fermer les yeux, je ne sens aucune odeur, aucun parfum, rien. La maison ne sent plus rien. Mon père est parti en emportant ce qui fait la marque de cette habitation. Il est mort et le parfum est mort en même temps que lui. J'ai froid. C'est la première fois que j'écris ici depuis tant d'années. Plus de 30 ans, je pense. C'est aussi la dernière. Bientôt, la maison sera vendue, repeinte, transformée. Des êtres l'habiteront, y apporteront leur vie, leurs rêves, leurs peines, leur angoisse, leur quiétude. Ils y dormiront, s'aimeront, mangeront, se laveront, iront au cabinet, bricoleront, pleureront, riront, élèveront leurs enfants. Peu à peu, la maison, comme une cire malléable, se conformera à eux et retiendra leurs odeurs. Je sais qu'en passant devant elle, à bicyclette ou en voiture, je ne la regarderai pas, je ne pourrai pas. En allant à Sommervillers, je préférerais tourner la tête vers la droite, vers le cimetière, vers les morts, vers mon père, vers ma mère. C'est triste de ne plus rien sentir. C'est triste d'être là, dans la maison froide qui a perdu son parfum, comme Peter Schlemihl a perdu son ombre. Je pensais être ému, je pensais même pleurer, moi qui pleure si facilement, mais non. Je suis seulement surpris, étonné. Je ne sais pas si c'est moi qui ai dérivé ou si c'est la maison, mais nous sommes désormais comme deux étrangers l'un à l'autre. Après tout, c'est ma faute. Personne ne m'a forcé à revenir. Je vais partir, je vais refermer les volets, les lumières, les portes, actionner les 3 verrous. Je vais retourner dans la vie. Ici, je n'ai plus ma place. Je viens de le comprendre. Je viens aussi d'éternuer. Si je reste encore, je sens que je vais m'enrhumer. Chez nous, on dit attraper la mort. Merci.